Salut, bonne année 2022 et je rentre directement dans le vif du sujet. Pour cet épisode du podcast, j'ai eu le plaisir de recevoir Wendy Zaibo. Wendy, c'est qui? C'est la fondatrice de la Reine des temps modernes. Si tu n'en as pas entendu parler, c'est un projet qui a pour but de valoriser la femme noire. Et ça, à travers différentes manières. Donc ça a donné lieu à des projets événementiels, des projets médias, mais initialement c'était un projet littéraire. Et au cours de cet épisode, on est revenu sur les débuts de la Reine des temps modernes, comment Wendy s'est petit à petit tournée vers l'entrepreneuriat, mais surtout on a pu échanger sur toutes les difficultés liées à l'entrepreneuriat. Et au cours de cet épisode, Wendy a vraiment su se livrer sur son expérience. Et j'ai trouvé ça super intéressant, surtout à l'heure où, depuis 2-3 ans, l'entrepreneuriat est hyper hypé. Il y a vraiment beaucoup de contenus, notamment sur les réseaux sociaux, des contenus inspirants qui poussent tout le monde à se lancer dans l'entrepreneuriat. On voit aussi de plus en plus d'organismes, de coachs et d'entrepreneurs qui proposent des formations autour de l'entrepreneuriat. Tout ça, c'est bien, mais je pense qu'on aura beau se former, tant qu'on ne vit pas, tant qu'on ne se lance pas, on est bien loin de la réalité et de toutes les difficultés liées à l'entrepreneuriat. Du coup, c'est un épisode très riche au cours duquel Wendy s'est vraiment livrée et je vous laisse le découvrir sans plus attendre. Bonjour Wendy, très heureux de te recevoir aujourd'hui. En fait, tu es peut-être la deuxième invitée de la nouvelle ligne éditoriale que je souhaite donner au podcast, beaucoup plus axée sur l'entrepreneuriat et le freelancing. Ça fait partie des sujets que j'aime bien traiter et tout. Donc, et ça fait quelques années qu'on se connaît. Je pense que ton parcours est très intéressant et du coup, c'est pour ça que je souhaite t'inviter, que tu puisses nous faire un peu ce retour d'expérience entre le côté entrepreneur et aussi le côté freelance. Écoute, hello Julien, merci de m'avoir invité, ça fait toujours plaisir de pouvoir avoir des conversations enrichissantes, donc je suis contente. Ok, sans transition, on va tout de suite rentrer dans le plat. La première question, c'est juste savoir comment tu te sens. Est-ce que tu te sens plus entrepreneuse ou est-ce que tu te sens plus freelance? Aujourd'hui, je me sens plus artiste, forcée d'être entrepreneur. Ok, pourquoi? Parce que je suis arrivée dans l'entrepreneuriat via la culture et via l'art. Ok. Donc du coup, ça n'a jamais été, tu vois, c'était pas un goal d'être entrepreneur ou freelance. À la base, malgré moi, ce qui m'intéressait, c'était le fait de pouvoir être une artiste. Et dans le fait d'être une artiste, on va dire que c'est les contraintes de ce milieu artistique qui m'ont orientée d'abord vers le freelancing, je t'expliquerai, et petit à petit vers l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, si je me décris, je me dis que je suis une artiste forcée d'être entrepreneur. C'est plus l'entrepreneuriat qui me correspond que le freelancing. Ok. Et du coup, quelle différence tu fais entre les deux, toi? Entre l'entrepreneuriat et le freelancing? Parce que la nuance, elle est fine. La frontière est fine. Pour moi, en fait, dans le freelancing, il y a quelque chose qui peut être très temporaire. C'est-à-dire qu'on peut vraiment être sur des projets. Tu vois, tu fais des projets en freelance, en parallèle d'autres choses. Dans le freelancing aussi, il y a quelque chose de très solo. Tu vois, je suis freelance. Il peut y avoir des collectifs de freelance, mais il y a quelque chose de d'abord très individuel. Alors que dans l'entrepreneuriat, du coup, il y a quelque chose de plus collectif. Tu peux monter vraiment des projets, pour moi, avec d'autres personnes. Ok. Il y a une question, pour moi, je prends la notion aussi de statut, tu vois. Quand tu es freelance, tu es auto-entrepreneur, ou au pire, tu as une SASU. Ouais. Alors que quand tu es entrepreneur, tu peux avoir une SAS, une SA, et être dans quelque chose, il y a des associés, voilà, c'est un peu... Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais la différence. Après, je sais pas si c'est juste ou pas, tu me diras. Non, je pense pas qu'il y ait de juste milieu. Moi, du coup, de ce que tu dis, ce que je retiens, c'est quelque part la vision. C'est comment ta vision de ton travail, de comment tu vas évoluer côté pro. Ça. Et bon, après, évidemment, le truc administratif, parce qu'on est en France, il faut pouvoir rentrer dans des cases. Exactement.
Et moi, alors je te pose la question parce que moi, c'est un truc que j'ai en réflexion. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, pour moi, la différence entre un entrepreneur et un freelance, c'est surtout sur la vision. Effectivement, c'est surtout sur la vision du travail. Est-ce que tu veux... Pour moi, le freelance a ce côté de solo, mais par exemple, si je reviens à moi, le choix du freelancing, ça s'est fait parce que je voulais quelque part retrouver de la maîtrise sur ma vie professionnelle. Ok. Et oui, et du coup, le freelancing offre cette possibilité de choisir les projets sur lesquels tu bosses et le salariat. L'entrepreneuriat, effectivement, pour moi, tu deviens entrepreneur à partir du moment où tu commences à déléguer des tâches à quelqu'un d'autre, tu vois. Parce que tout de suite, il y a une relation un peu contractuelle avec les autres personnes. Et c'est vrai que la frontière est fine parce que quand tu es freelance, des fois, tu as envie de porter un projet que tu ne peux pas faire tout seul. Et là, tu es obligé de te staffer, d'avoir une équipe. Exact. Donc voilà, et puis bon, au final, chacun a ses raisons, chacun a sa propre définition. Et oui, il n'y a pas de bon, de mauvais choix, ou de meilleur ou de moins bon choix. Après, je pense que c'est vraiment, comme tu as dit tout à l'heure, lié à sa vision du travail, de ses projets. Donc voilà. Ok. Et tout à l'heure, tu dis que tu as été un peu forcé d'entrer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr. Pourquoi je dis que j'ai été un peu forcée? Parce que moi, au départ, ce qui m'emmène vers l'entrepreneuriat, c'est, comme je dis, c'est d'abord l'art. C'est-à-dire que tout commence vers 2014 où je prends la décision de faire un beau livre, de réaliser un beau livre. Donc évidemment de l'écrire, mais aussi de le porter. Et donc du coup, moi au départ, dans ma logique, tu vois, un peu naïve, pour moi, t'écris un livre, t'as une maison d'édition, tu vois. Sauf qu'en fait, je prends rapidement conscience que c'est un monde et que c'est pas comme ça, que quand tu débarques comme ça, les maisons d'édition ne te font pas nécessairement confiance, à tort ou à raison, hein, bien sûr. Et donc du coup, je me suis très vite retrouvée dans une situation où, en plus, je me positionnais sur une catégorie littéraire qui est très particulière, donc le beau livre. Donc c'est quand même une catégorie littéraire qu'on ne vend pas beaucoup en France. Est-ce que tu peux nous donner la définition de ce qu'est un beau livre, du coup? En fait, un beau livre, c'est souvent des livres avec de la photo, des illustrations, du grand format. Et beau livre, souvent, ça se rapproche de l'objet d'art. Ouais. Tu vois? Donc, un objet de collection, presque. Exactement. Donc, du coup, en termes de fabrication, on n'est pas sur juste du texte imprimé, tu vois. Ça demande... Moi, je sais que, par exemple, sur l'ouvrage que j'ai réalisé, il y avait 5 artisans qui passaient dessus avant d'avoir l'objet fini, tu vois. Ok. Donc, clairement, pour moi, on est sur un objet d'art. Et donc, du coup, on est sur une catégorie qui ne se vend pas non plus. Tu vois, ça ne se vend pas comme le roman ou la BD en France. Donc, forcément, les maisons d'édition sont beaucoup plus frileuses. Et donc, après quelques essais d'envoi de manuscrits, du concept du projet et tout, j'ai eu que des retours négatifs. Et du coup, là, tu te poses la question, tu te dis, bon, du coup, j'ai que des noms, est-ce que j'arrête? Ou est-ce que je trouve un autre moyen, tu vois, une autre manière d'aller au bout de ce projet? Et en fait, c'est dans cette réflexion de trouver une autre manière d'aller au bout de ce projet qui est que la question d'être en freelance ou en tout cas de faire par moi-même est intervenue. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à me dire, ok, en faisant des recherches, j'ai vu que d'autres projets se faisaient en auto-entrepreneuriat. Tu vois que certains auteurs auto-éditaient leur ouvrage. Que du coup, pour auto-éditer, il fallait avoir un statut. Tu te retrouvais à faire tout toi-même, donc la communication, la logistique, etc. Et en fait, du coup, tu deviens entrepreneur, tu vois. Et en fait, c'est vraiment comme ça que pour moi, les choses ont commencé. C'est-à-dire qu'au départ, je veux juste sortir un livre, je n'y arrive pas, en tout cas par la voie traditionnelle. Et donc, du coup, je me dis, il va falloir faire autrement. Et cet autrement, c'était de faire de l'auto-édition. Et du coup, mon premier ouvrage, je le fais en auto-édition. Et du coup, je me retrouve à prendre un statut de micro-entrepreneur. Et puis derrière, gérer tout ce qu'il fallait gérer pour que le livre se vende,
qui est la promotion, etc., quoi, la fabrication et tout. Ok. Quoi. Et du coup, est-ce que... je vais essayer de creuser un peu plus. Est-ce que tu peux nous en dire plus entre le moment où tu t'es rendu compte que les portes de la voie traditionnelle ne s'ouvraient pas à toi et le moment où tu as pu sortir ton livre? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Wow. Il s'est passé 2 ans. Il y a eu 2 ans quand même, parce qu'il y a eu pratiquement 6 mois déjà de conception. Parce que, comme je t'ai dit, c'est un ouvrage où 5 artisans passaient. Donc, on avait le relieur, donc la personne qui va relier le livre. On avait l'imprimeur pour l'impression des pages. J'avais un sérigrapheur, donc c'était celui qui allait sérigraphier, parce qu'on avait une couverture en bois et en toile. Donc, sur la couverture, il y avait de la sérigraphie. Donc, celui qui sérigraphiait. Il y avait un gaufreur, parce qu'il y avait des pages gaufrées à l'intérieur du livre. Il y avait un compagnon menuisier pour les couvertures en bois. J'ai dit quoi, 5 ou 6 5, voilà. Donc c'était les 5 artisans. Donc du coup, il y a eu déjà le temps où il fallait, comme pour moi, je fais la comparaison avec n'importe quel, je sais pas, quel autre projet, où du coup, il fallait aller sourcer les artisans, les rencontrer, tu vois, faire ce travail de, qu'est-ce que tu veux comme papier, qu'est-ce que tu veux comme bois, etc. Donc ça a pris à peu près 6 mois. Ensuite, donc il y a eu la sortie du prototype. On a budgétisé avec les différents corps de métier combien ça allait coûter, tu vois, l'impression de ces ouvrages. Et du coup, là, il fallait trouver l'argent. Parce que je n'avais pas d'argent. Donc, au départ, l'idée, ça a été de faire une campagne de crowdfunding qui n'a pas fonctionné. Pour plusieurs raisons que j'arrive à identifier aujourd'hui. Clairement, je n'étais pas préparée. Il paraît que le crowdfunding, c'est un moment assez spécial. C'est vraiment proche de la course de fond où il faut moi, tout ça le m'a temps... traumatisé. Ça m'a traumatisé. Il m'a fallu, je pense, bien 4 ans pour m'en remettre. Ah ouais, à ce point? Ah oui, ça m'a traumatisé parce qu'en fait, tu sais, j'étais jeune aussi. Quand je fais Renditeur Moderne, j'ai 23 ans. Donc du coup, pour moi, c'était tout nouveau. Et du coup, quand tu lances une campagne de crowdfunding, moi je voyais les campagnes de crowdfunding passer, j'avais l'impression que tu lançais le truc, que les gens soutenaient, ta famille soutient, tes amis soutiennent, tu vois, même si c'est 5 € et que voilà, c'est easy quoi, tu vois. Mais du coup, quand tu as lancé le crowdfunding, c'était from scratch, t'avais pas... From scratch. Ah, ok. Je savais pas, j'étais pas au courant. Moi, c'est après que j'ai compris que par exemple, certaines personnes vont, tu vois, aller mobiliser déjà des personnes pour avoir créer une communauté. Avant. Je savais qu'il y avait la notion de communauté parce que j'avais commencé le travail, tu vois, j'avais lancé les réseaux sociaux de Renditeur Moderne, mais c'était fragile quoi, donc j'étais pas préparée. Pas préparée du tout. Donc moi j'allais vraiment naïvement, je fais mon truc sur internet, je sors le truc, les gens vont mettre de l'argent, tu vois, le projet est cool, il n'y a pas de raison quoi. Et en fait c'est quoi, 60 jours ou 80 jours, je sais plus. Et en fait, c'est de l'épuisement, quoi. Puis j'étais toute seule, pratiquement. Quand même, à cette période-là, c'est là où je commence quand même à collaborer avec Mathieu et Miguel. Donc, ils me filent quand même un coup de main. Miguel sur tout ce qui est photo, vidéo, tu vois, on fait des photos du livre et tout. Bref. Mais vraiment, from scratch. Et pas de surprise, la campagne, je voulais récolter 10 000 €. On en récolte 4 000. Pareil, erreur de débutant. Si je savais, j'aurais fait une cagnotte, tu vois. Et comme ça, je ne serais pas partie de... Enfin, tu vois, j'aurais pas perdu tout l'argent que j'avais. Je ne savais pas. Et du coup, grosse déception parce que tu es là, mais tonton, tu m'avais dit que tu allais mettre, tu n'as pas mis d'argent, tu vois. Et puis, ton entourage, les gens qui te disent oui, je soutiens, mais en fait, bref. Donc, et puis j'étais jeune, donc je prenais les choses très à cœur. Donc quand la campagne s'est terminée, j'étais vraiment en mode, j'étais déçu quoi. Tu vois déçu, genre en mode, le projet c'est de la merde, les gens n'y croient pas, je vais pas y arriver. Enfin vraiment, j'étais déçu. Je pense que j'ai eu un bon 3-4 mois au fond du trou quoi. Genre j'ai perdu des potes et tout. Enfin c'était vraiment, j'étais... Et puis au final, c'est ça que ça m'a appris, c'est que des fois tu passes pas par la porte, mais tu passes par la fenêtre, tu vois, qu'il y a toujours un moyen d'y arriver. Et en fait, petit à petit, ce que j'ai aussi appris, c'est que parfois un échec t'apporte des choses. Dans le sens où la campagne n'a pas fonctionné,
Mais grâce à la campagne, j'ai eu pas mal de visibilité. Parce que du coup, grâce à cette campagne de crowdfunding, j'ai fait des médias, tu vois, j'ai fait Afropunk, j'ai fait Trace, j'ai fait quand même des grosses plateformes qui ont permis au projet d'avoir une certaine exposition. Pas à la campagne, mais au projet. Donc du coup, derrière, il y avait quand même un intérêt, tu vois, qui se faisait ressentir. Et donc, bon, bref, pour aller un peu vite, du coup, de ça, je passe à... j'ai un copain, Tité, Terence, qui me dit un jour, mais pourquoi tu fais pas un système de précommande, tu vois? En mode, tu proposes aux gens de payer, comme ça ils payent en avance leur livre, et puis ça te fait les fonds pour lancer le truc. Je me dis, ouais, c'est pas mal et tout, je me renseigne dessus. Et je lui dis, ouais, mais le truc, c'est que pour faire un système de précommande, il faut un site internet. Moi, je sais pas faire de site internet, etc. Et puis il me dit, moi, je vais faire des sites. Donc, c'est Terence qui me fait mon site pour le système de précommande. Et puis, on lance les précommandes et ça fonctionne, tu vois. Ok. Et donc, mais il s'est écoulé 2 ans entre la première campagne et le fait que les gens, c'est Noël 2016. Ouais, c'est ça, Noël 2016, où la première production est lancée. Et du coup, j'écoule la première production, on vend tous les livres et puis je les expédie, quoi. Ok, mais alors, je vais faire une petite parenthèse sur ce temps-là, précisément. Est-ce qu'au final, la différence entre le moment où tu as lancé la première campagne et où tu as mis en place le système de précommande, est-ce qu'au final, le principal levier que tu avais en main, au final, c'était la communauté, parce que durant ces 2 ans-là, effectivement, comme tu l'as dit, tu as fait parler de toi, tu as fait des gros médias et tout. Du coup, tu viens de me confirmer, mais à part la communauté, qu'est-ce que tu as identifié qui a pu être un levier plus puissant? Je pense que les puissants leviers, ça a été la communication. Parce que j'avais la chance aussi à ce moment-là de travailler avec Johan Pedre, qui m'accompagnait sur toute la partie visuelle. Donc on avait quand même des choses de qualité, tu vois, contenu, les visuels étaient de qualité. Il y avait Miguel qui m'accompagnait sur les photos étaient qualitatives. Honnêtement, je pense qu'on a fait un gros taf sur la partie communication visuelle pour donner envie aux gens, tu vois, ça a fait la diff. C'était la première chose. Ensuite, oui, la communauté, parce que les gens ont suivi, en fait, les gens depuis la campagne de crowdfunding qui ont vu que ça n'avait pas fonctionné, ont suivi jusqu'au principe de précommande, et donc ça aussi, ça a aidé. Mais clairement, je pense que le premier levier, c'est le contenu. Parce qu'on avait fait un gros travail, tu vois, je faisais du coup pendant la période de précommande, à chaque fois que j'allais voir les artisans, je filmais, je faisais des lives, j'expliquais. Donc les gens voyaient vraiment toutes les étapes. Je pense que les gens ont vraiment vu tout ce qui s'est passé entre le début de l'aventure où le livre n'existait pas et quand les gens ont pu le recevoir chez eux. Donc je dirais 1, le contenu, 2, la communauté, et après 3, ça a été les outils du numérique, tu vois. Heureusement qu'il y avait les réseaux sociaux, Facebook, Insta, le site internet, système de... Enfin, je pense qu'à ce moment-là, j'ai dû utiliser tous les leviers que j'avais à ma disposition, sauf la pub, mais tu vois, je faisais du mailing, j'utilisais les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on faisait? On a fait de l'événementiel aussi, tu vois, j'ai fait de l'événementiel, des petites expos, des petits événements, donc ouais, j'ai essayé de... Mais ça a été une période très éprouvante, quoi. Et pour moi, cette période-là, j'étais vraiment en mode... Après, je pense que c'est la force de la jeunesse, tu vois, t'es en mode de la tête dans le guidon. Mais clairement, je dis à tout le monde que si on me dit Wendy, il faut refaire ce que t'as fait, genre maintenant, c'est impossible. Je sais même pas où je prenais l'énergie. Ok. Je tapais en même temps, en plus, à l'époque, tu vois. J'avais un CDD dans un groupe américain d'e-commerce. J'étais chargée de communication. Donc clairement, c'était... mes collègues ne me voyaient pas le midi, ils me disaient derrière mon ordinateur, le soir je rentrais. J'avais pas de vie, quoi. J'étais en mode no life. Ah ouais, tu étais vraiment sur les 2 fronts, quoi. Ah, les deux. Les 2 fronts de ouf. J'avais un prêt étudiant à rembourser, donc clairement, tu vois, je pouvais pas me permettre... Et puis en même temps, le projet, ouais, il me faisait vibrer, quoi. Donc, non, je pense que j'étais possédée à cette époque. Possédée par ton projet. Exactement. Et, mais du coup, justement, je trouve ça intéressant le fait que tu as un taf salarié à côté et que tu avais ce statut auto-entrepreneur en même temps. Au niveau des compétences, est-ce que
Est-ce qu'il y a des compétences que tu as développées côté auto-entrepreneur et que tu as pu appliquer dans ton job salarié? Ou peut-être inversement, est-ce que tu as des compétences que tu utilisais dans ton job de salarié que tu as pu Les deux. Au début, ça a surtout été la partie salariée qui m'a apporté des choses. Parce que comme j'étais chargée de com justement dans ce groupe, ce qui était cool, c'est que j'entendais vachement bien avec ma boss de l'époque, qui suivait aussi mon projet, tu vois. Et du coup, ce que j'apprenais au taf, et justement, c'est à cette époque-là où je découvre tout ce qui est mailing, les outils, Mailchimp, c'est ce qu'on utilisait dans le taf, les relations presse. Enfin, que j'avais fait un peu avant stage, mais là, vraiment, où j'étais en charge du truc. Donc, on travaillait aussi avec une boîte de RP, donc je voyais comment on contactait les journalistes, comment on les approchait, comment il fallait faire son communiqué de presse. Comment on faisait pour que l'email soit un peu sexy, tu vois, comment on contactait aussi des influenceurs, parce que c'est des choses qu'on faisait aussi avec la boîte. Et du coup, toutes ces choses-là, vraiment, j'essaie de les réappliquer à mon projet perso, tu vois. Okay. Donc ça, c'est ce que l'entreprise m'a appris. Après, de l'autre côté, ce que j'ai appris beaucoup en autodidacte, ça a été, par exemple, toute la partie création de contenu. J'ai beaucoup appris notamment de Yohan, tu vois, qui vraiment avait qui est directeur artistique, qui du coup vraiment a apporté l'esthétique du projet. J'étais très fan de son taf, hein, de base, et du coup, au début vraiment, j'essayais d'imiter ce qu'il faisait, quoi. C'est-à-dire que parce que je savais qu'il pouvait pas me faire tous les visuels, donc je regardais, et puis au début j'imitais, c'était les débuts de Canva, tu vois, donc j'étais sur Canva, j'essayais d'imiter, je lui envoyais. Il me disait, ok, non, là, je sais pas, il ne faut pas utiliser plus de 3 couleurs, c'est 3 couleurs max, telles informations, la police, pas trop gros machin. Et je pense vraiment que c'est comme ça que j'ai appris aussi à créer du contenu, tu vois. Donc, il y a plein de choses que j'ai appris après par moi-même, grâce aux gens qui m'entouraient, parce que, tu vois, pareil pour le webmastering, j'avais jamais écrit d'article avant, mais du coup, je regardais beaucoup ce qui se faisait. Quand Terence faisait le site, Terence a fait le site, j'étais assise à côté de lui, tu vois, donc j'avais pas les mains dans le cambouis, mais tu voyais, mais je voyais, tu vois, c'est moi qui fais la maquette du site, j'avais dessiné le site sur PowerPoint en disant ok, ça on va mettre ça là, je pense que j'avais quand même si j'ai pas le côté tech, mais je pense que j'ai quand même une sensibilité esthétique qui faisait que je comprenais, tu vois, à force de voir les sites internet, je comprenais ce qui fonctionnait, ce qu'il fallait faire, les trames et tout. Et du coup, j'étais capable de faire un mock-up, de pouvoir construire l'arborescence d'un site. Donc, quand Terence Bossetti, j'étais à côté de lui, je disais, ok, non, ça, on va mettre ça là, ça comme ça et tout. Donc, ça m'a permis de voir l'envers du décor. Et c'est des choses qui, après, dans mes autres tafs, m'ont servi, tu vois, parce que j'avais ces compétences-là aussi que je pouvais apporter, quoi. Ok. Du coup, au final, ton premier livre sort. À ce moment-là, tu en es où côté pro? Est-ce que tu as toujours un travail à côté ou est-ce que là, tu es passé totalement? Non, en 2016, quand le livre sort, je travaille encore, je suis encore en CDD, j'ai toujours été en CDD, j'ai jamais connu ce que c'est qu'avoir un CDI. Du coup, je suis encore en CDD, ça se passe bien. Et puis petit à petit, ça avance, mais tu vois, je me rends compte que moi, ce que en moi, je suis en mode, mais ce que je kifferais, c'est de faire que ça, en fait. Moi, je voulais que bosser sur des temps modernes, tu vois. J'avais pas envie de faire ce que je faisais au taf. Ça me donnait de l'argent, c'était cool, mais ça m'excitait pas, tu vois. Donc, petit à petit, l'idée dans ma tête, même si ça a toujours été quelque chose que je savais, j'ai toujours su que je voulais pas être salarié. Donc, aujourd'hui, pour moi, ça veut dire grand-chose et pas grand-chose, tu vois. Mais je dirais plus qu'au-delà de ne pas être salarié, c'est que je savais que je voulais avoir une liberté dans mon travail. Parce que je pense qu'on peut avoir une liberté même en étant salarié. Oui, voilà. Enfin, moi, la principale liberté en tant que salarié, c'est d'être sûr de toucher sa paie chaque mois. Mais tu vois, on voit aujourd'hui avec le Covid et tout, maintenant avec le télétravail, on peut penser d'autres manières de qui n'étaient pas possibles forcément avant. Mais du coup, j'avais envie d'avoir une liberté par rapport à mon travail et de pouvoir surtout avoir cet espace pour créer, tu vois. Mais pour moi, créer, ça peut être autant de l'écriture que des concepts, que des événements, mais de pouvoir exprimer ma créativité. Et donc, petit à petit, l'idée trotte dans ma tête en mode, ok, le salariat, ça m'excite pas, tu vois, va falloir faire autre chose. Et donc, je commence à me dire, j'ai déjà un statut de freelance, tout ce que je fais pour aider les temps modernes, tout ce que j'ai appris en tant que chargé de com et événementiel dans mes boîtes, je peux peut-être le mettre au service, tu vois,
d'autres entrepreneurs, d'autres d'entreprises. Ok. Et du coup, avoir un peu plus d'indépendance, tu vois. Ouais. Donc c'est comme ça que petit à petit, l'idée de me dire, ok, je vais... Et puis surtout aussi parce que je voulais monétiser, et mon objectif c'était ça, c'est de pouvoir monétiser Rien des temps modernes. Moi, pour moi, si je monétisais Rien des temps modernes, j'aurais fait que ça, tu vois. Ok. Quand tu dis Reine des temps modernes, là, c'est en tant que média. Parce que du coup, entre-temps, donc, quand le livre sort, le projet évolue. Et en fait, du livre, on a la plateforme média qui sort. Donc, le fait de pouvoir faire de Rien des temps modernes une plateforme média. Donc, avoir un média, du contenu, des événements, tu vois, de vraiment créer un écosystème autour de ce projet. Okay. Donc, c'est ce que je commence petit à petit à faire. Mais la problématique de comment ça vit, tu vois, comment on finance, comment on fait vivre un média en France et tout, la question se pose. Et donc je me dis, bon, en attendant, il faut que je trouve un moyen de gagner de l'argent autre que le salariat. Donc là, je commence à me dire, ok, j'ai commencé à faire des petites missions, freelance et tout. Donc c'est comme ça que l'idée de sortir en tout cas du salariat commence et que petit à petit, je commence à aller chercher des missions. Mais du coup, quelque part, tu as consciemment voulu capitaliser sur l'expérience, les compétences que tu as pu acquérir sur la Reine des temps modernes pour ensuite les proposer, parce que oui, il y avait un besoin de financement du projet. Clairement. Ok, c'était volontaire. Oui, clairement, et puis parce que je me rendais bien compte que je savais faire des choses, tu vois, que là où dans un taf, là où dans certains tafs où j'ai pu être, je faisais toujours les mêmes choses. Je pense que je m'ennuie quand même vite. Et c'est ce qui me gênait en fait. C'est-à-dire que j'étais dans des tafs où, ok, j'avais un salaire tous les mois et c'est cool. Et aujourd'hui, je crache vraiment pas dessus. Mais je faisais toujours la même chose. Tu vois, c'était pas challengeant, c'était pas stimulant. Et ce que j'aimais avec Rien des temps modernes, c'est que j'étais toujours obligée d'apprendre un nouveau truc, tu vois, pour développer le projet. C'est-à-dire que j'ai appris à monter des podcasts, j'ai appris à monter des vidéos, j'ai appris à animer un site internet, j'ai appris à animer des réseaux sociaux, j'ai appris à gérer des événements. Et tout ça, je l'ai appris seul. Et je me rendais bien compte que... Et c'est ça aussi qui me dérange un petit peu dans notre système français, c'est que quand tu vois, des fois je présentais des CV et limite on me disait, mais genre, est-ce que vous mentez pas, tu vois? Alors j'étais en mode... non, quoi? Tu vois, donc non, c'est vraiment des choses que je sais faire, tu vois. Donc il y avait un peu ce truc de pas trouver une place où t'es pris à ta juste valeur, tu vois. Alors que je me démenais, tu vois, en mode, j'avais pas de life, quoi. Je travaillais toute la journée, puis le midi, je travaillais sur mes projets, puis le soir, et donc en même temps, je me formais sur des trucs, et je pense que si j'avais trouvé une entreprise qui me permettait à la fois d'être challengé, d'avoir les salaires adéquats, en même temps je demande pas d'avoir du temps de ouf, mais d'avoir un peu de temps, tu vois. Un truc aménagé comme aller 3 à 4 jours travailler, 2 jours. Ouais, même 4 jours et une journée, tu vois. Je pense que je serais resté. Mais à chaque fois, ce qui a bloqué, ça a été soit la partie financière, soit la partie compétences. Moi, c'est vrai que là, quand tu parles, on est toujours en 2016. Ouais, 2016-2017. Ouais. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas en métropole, j'ai l'impression que ça change, ça a tendance à changer. Bon, en Guadeloupe, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai que, en plus avec le Covid et tout, je pense que le modèle, les différents modèles liés au travail, que ce soit le salariat ou autre, ont tendance à évoluer. Et, en tout cas, moi, de ce que je vois de plus en plus de nouveaux modèles, en fait, où, par exemple, tu as des boîtes, effectivement, qui proposent 3 à 4 jours travailler en échange de machin. Après, sûrement, financièrement, ça se ressent aussi. Oui, mais après, ça donne le choix à chacun des salariés. Clairement, après, mon problème avec la France aussi, c'est pour ça aussi que j'en suis parti, c'est que ça change, mais pas pour tout le monde. Voilà, donc être une femme noire à Paris, c'est pas, tu vois, quand on voit tes CV, tu reçois pas le même nombre de réponses que quand tu t'appelles Coralie et que t'es blonde aux yeux bleus. Ouais, non, c'est clair. Et voilà. moi, c'est aussi une des choses qui m'a fait quitter la France parce que il y a un truc que tu as dit tout à l'heure aussi, c'est que oui, quand tu sors un peu du lot, on a tendance à te stigmatiser. Et du coup, pour nous, c'est un peu double peine, du coup. Mais ouais, c'est que moi, je me souviens, au sortir des études,
pour trouver que ne serait-ce que le premier stage, premier job, enfin, j'ai eu l'impression de faire vraiment beaucoup d'efforts et tout, et de pas, en tout cas à cette époque-là, de pas comprendre le jeu de Mhm. l'entretien, du recrutement et tout. Et après, une fois que tu arrives à avoir l'entretien ou à être en Mhm. poste, t'as toujours les stigmas liés aux Antillais et tout. Franchement, ça m'a saoulé. Mhm. Ça m'a trop saoulé. Je me suis dit, ouais, non, je vais pas vivre ça Mhm. durant toute ma vie. Clairement. Et c'était trop relou. Du coup, là, tu es au stade où tu commences à te dire que tu vas proposer tes services à des professionnels. Ouais. Est-ce que tu avais déjà une idée à qui tu pouvais proposer tes services et comment tu as fini, comment tu as proposé Mhm. tes services? Je savais pas exactement à qui. Enfin, ce que je me disais surtout, c'était que je voulais essayer de capitaliser sur la communauté Reine des temps modernes. Et je Ouais, savais que parmi la communauté, il y avait des femmes entrepreneurs, tu ok. vois. Donc, je me disais, pourquoi pas aller vers elles, tu vois. Euh, mais après, là où ça a toujours été un peu ambivalent pour moi, c'est que il y avait ce truc, et bon, je suis encore dedans aujourd'hui, mais différemment, mais de. Moi, ce que je voulais, c'était monétiser Reine des temps modernes, Ouais, vivre de Reine des temps ouais. modernes. Et pour moi, cette partie, aller chercher des clients, c'était Avec un un site. support pour le projet. Ça n'a jamais été une fin en soi ou un objectif, tu vois. Donc, 2017, je décroche des contrats un peu par. Comment dire tu sais, moi, je n'ai jamais été très forte pour aller démarcher, donc un peu par. Tu parles avec quelqu'un, je cherche quelqu'un, ah ben je fais ça, ok, bon ben why not, tu vois. Donc c'est un peu comme ça que je décroche quelques clients. Donc ça c'est 2017 et je fais ça avec mon statut freelance. 2018, je refais une pause dans le freelance, parce que du coup c'est l'année où je rentre en Guadeloupe Mhm. et du coup j'ai cette proposition de bosser au spot. Ok. Ah, Coworking. spot coworking. Ok. Exactement. Et, et du coup, quand je bosse au spot, je bosse en tant que salarié. J'ai toujours mon statut freelance. Mhm. Ça faisait partie pour moi des conditions, c'était de pouvoir faire les deux toujours, tu vois. Mhm. Donc ça a été aussi la période où, pareil, j'ai pu continuer à ben, développer des projets en parallèle, aller chercher encore parfois des clients, tu vois, pour gagner encore plus de thunes. Euh, et puis pareil, encore une fois, hein, des fois quand tu t'écoutes pas, la réalité te rattrape. Il y a un truc qui me dit, mais en fait, non, t'avais déjà dit qu'on n'allait plus là-dedans. Ouais. Genre, il faut sortir de là, tu vois. Donc au final, fin 2018, c'est ce que je me dis. Je me dis, non, il faut sortir de là. Faut Ok. sortir de là, on sort du salariat, là, faut miser. En fait, c'est que je pense que j'avais cette peur, que j'ai encore toujours, mais beaucoup moins. Mais j'avais cette peur de miser sur moi à 100%, tu vois, Ok. en me disant si je fais quelque chose que pour moi, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je pourrais en C'était vivre? quoi cette peur? Enfin, concrètement. Moi, je pense que j'ai une peur, j'ai un rapport à l'argent particulier, la peur de ne pas avoir d'argent. Ok. Alors, je me permets d'interrompre le podcast sur ce passage parce que entre le moment où on a enregistré le podcast et le moment où il sera diffusé, Wendy a repositionné la ligne éditoriale de la Reine des temps modernes sur l'éducation financière. Ceux qui sont abonnés à la newsletter de la Reine des temps modernes auront pu le constater depuis 2021, depuis septembre 2021, il y a un repositionnement sur l'éducation financière des femmes. Et donc depuis, elle a reçu des invités qui viennent parler de comment générer, comment gérer ses ressources financières. Et depuis la fin de l'année 2021, début 2022, elle propose aussi des workshops autour de la gestion financière. Donc voilà, je tenais à préciser ça parce que avec le recul, ça me paraît comme une volonté d'un peu exorciser ce rapport à l'argent qu'elle qualifie de particulier au moment où on a enregistré. Donc voilà, je vous laisse reprendre l'écoute tranquillement. Argent, Ok. tu vois. Et du coup, c'était ce truc où si j'y vais en solo, genre, comment je fais pour gagner de l'argent, tu vois. Ouais. Donc ça a été un gros blocage pendant longtemps. Donc 2019, je commence à... Donc, fin 2018, j'arrête avec le spot. Et du coup, je me dis, ok, vas-y, hein, c'est le moment de déployer ses ailes hein, et d'y aller, quoi. Et Ok. puis, le fait aussi d'avoir été au contact de pas mal d'entrepreneurs, de voir des projets, je me suis dit, bon, Ça donne. pourquoi eux et pas toi, Ouais, tu vois? ouais, Pourquoi tu pourrais pas y aller?
Et parce que jusqu'à maintenant, ce que j'avais fait, c'était, je t'ai dit, j'avais un statut freelance. Donc, statut freelance en soi, il y a quelque chose pour moi qui était aussi. Après, c'est vraiment très perso, ça me concerne que moi. Mais tu vois, tu vas sur internet, tu fais tes trucs, c'est fini, tu vois. Et là, je me suis dit, non, je viens de passer à un autre stade. Et c'est pour moi, c'est là où j'ai fait le switch, où je passe de freelance à entrepreneur, tu vois. Ok. Je me dis, non, là, ce que je veux, c'est vraiment avoir un projet, tu vois. J'ai mis sur mon projet, et mon projet, c'est d'avoir mon agence avec laquelle je peux créer mes trucs. Et du coup, je veux créer une société, tu vois. Okay. Et du coup, c'est là où je me dis, ok, je commence à bosser sur ma société, qu'est-ce que je veux en faire, qu'est-ce que je veux proposer. Et c'est là où je fais déjà le switch. Donc, je casse une peur, entre guillemets, qui était de monter ma boîte, tu vois, en mode, je fais mes statuts, je paye la TVA, je paye l'impôt. Okay. Mais une petite pause avant de complètement basculer sur la partie entrepreneur. Ouais. Qu'est-ce que de ces quelques années de freelance, qu'est-ce que tu as pu retenir, qu'est-ce que tu as tiré qui aujourd'hui te sert, par exemple? J'ai tiré beaucoup de choses. Alors, ce que j'ai tiré, je sais pas si c'est positif ou négatif, mais c'est que on n'est pas préparé à ça. Ah, quoi? Au monde du freelance, au monde même de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que pour moi, le système éducatif, le système scolaire, il nous prépare à être des salariés. Il ne nous prépare pas à être indépendants. Donc, si tu n'as pas eu autour de toi ou dans ton environnement des personnes qui sont passées par là, tu n'es pas préparé à ce qui t'attend. Tu sais quoi, c'est exactement pour ça que je veux donner cet angle au podcast, justement, parce que moi aussi, c'est un peu le sentiment que j'ai eu. T'es pas prêt, quoi. Et si tu n'arrives pas à prendre du recul sur tes expériences, parce qu'il faut pas se voiler la face, tu te ramasses des baffes sévères, des fois, qui te font douter de toi, de tes propres capacités, mais faut être capable de prendre du recul. Et je trouve qu'en tant que freelance, justement, pour mûrir, tu as tout le temps cette phase de remise en question, tout le temps, et je pense que c'est comme ça qu'à chaque fois tu arrives à te consolider dans ce que tu proposes. Voilà, exact. T'es pas du tout préparé à ça. Pour moi, t'es vraiment... Parce que les études, généralement, tu finis, on va dire, en moyenne entre 18 et 25 ans. Certainement plus loin. Mais pour moi, ça veut dire que c'est 25 ans où on te prépare à être salarié. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que on te prépare à un travail. C'est du conditionnement. On te prépare à des entretiens. C'est du conditionnement. Donc, quand toi, tu décides de faire autre chose, c'est-à-dire que tu as 25 ans, ces 25 ans-là, tu vois, qu'il faut déconstruire. Ça, c'est chaud. Ouais, ça, c'est chaud de ouf. C'est hyper intéressant ce que tu dis, le côté déconstruction. Clairement, et moi, cette période-là, ça a été vraiment une période où j'ai pris des baffes dans tous les sens, parce qu'en fait, je pensais que c'était facile. Ouais. Tu vois, et en fait, c'est pas du tout facile, c'est éprouvant, c'est fatigant, c'est épuisant. Mais en face, c'est enrichissant de ouf. Tu vois, t'apprends sur toi, t'apprends sur toi-même, sur tes capacités, te dépasser, aller plus loin, faire confiance à ta vision, faire confiance à ce qui se passe dans ta tête. Ça n'a pas de prix, tu vois. Mais on pourrait être mieux préparé. Et certaines personnes sont mieux préparées, et heureusement, tu vois. Mais je pense qu'on pourrait mieux préparer nos générations, en tout cas, leur donner le choix. Ouais. Tu vois, ne pas dire que la seule option, c'est le salariat. Et surtout que pour moi, là où j'ai été beaucoup frustrée, c'est que pour moi, il y avait une espèce d'hypocrisie. Parce que surtout, on te vend entreprenez, l'entrepreneuriat, la French Tech, je sais pas quoi, non, c'est super. Mais en attendant, un truc tout con, tu vois, t'es entrepreneur, tu rentres dans la trentaine, tous tes copains salariés décident de pouvoir aller investir et s'acheter un appart, de faire un prêt. Et en fait, toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux pas. Ouais. Parce que si t'as pas 30 000 ou 40 000 euros de capital, c'est très compliqué. C'est compliqué, tu vois, d'apport, c'est compliqué. Et en fait, tu te dis, pourquoi on nous dit d'aller entreprendre si en fait, derrière, rien n'est fait pour que ceux qui entreprennent aient des facilités et bien au contraire que ce soit plus difficile, tu vois.
Donc ça m'a beaucoup frustrée. Je pense que ça me frustre encore, hein, parce qu'il n'y a toujours pas de solution là-dessus, tu vois. Tu parlais du contexte aussi local. Pareil, pour moi, on a un problème en local, c'est-à-dire qu'on est sur une île où ce qui règne, c'est le fonctionnariat. Donc on n'a pas des politiques qui sont adaptées pour accompagner les entrepreneurs et l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui arrivent à la sueur de leur front, aux dépens de gouttes de sang, mais ça pourrait être moins douloureux en fait. Donc ouais, ce que je retiens vraiment de cette période, c'est que on pourrait être mieux préparé. Après, chacun son chemin, hein. Je pense que, voilà, pour certaines personnes, peut-être que c'est plus simple aussi, mais moi, je pense que j'étais très dans un truc très naïf, tu vois, pour moi. Non, mais tu vois, tu crées ta boîte, et puis voilà, quoi. Et en fait, non, c'était pas comme ça, mais j'avais pas les informations. Aujourd'hui, je les ai, donc je pense que c'est pour ça aussi que c'est important pour moi d'en parler, d'être honnête, tu vois, parce qu'il y a aussi ça, et ça, les réseaux sociaux aussi jouent pour beaucoup, c'est-à-dire que dans tout ce truc d'apparence et tout, on veut un entrepreneuriat sexy et fun, et ces mecs à Paris avec une petite chemise blanche, tu vois, qui vont chercher des investisseurs à longueur de journée et qui lèvent 10 millions d'euros. Enfin non, c'est pas ça. Ouais, c'est qu'une toute petite minorité des gens qui entreprennent. Donc, clairement, tu vois, entreprendre, c'est... Si t'as pas la préparation en amont, parce qu'on peut se préparer, hein. Moi je parle aussi par rapport à moi, mes erreurs, et comme je t'ai dit, moi je pense que j'étais pas préparé, je pense que d'autres personnes feraient peut-être différemment. Tu penses qu'on veut se préparer, mais de quelle manière? Parce que moi je me dis, alors dans tout ce discours qui magnifie un peu l'entrepreneuriat, je pense que s'il y a une chose qui est bien vraie, c'est le truc de lancez-vous. C'est faut parce que au final il y a de belles sirènes autour de l'entrepreneuriat, ça donne envie, mais effectivement l'entrepreneuriat ça demande des fois de sortir de sa routine, de sortir de sa zone de confort, et tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Et en vrai, il n'y a que quand tu testes, il y a que quand tu y vas que tu sais. Et moi, de ce que j'ai vécu, c'est clair que oui, pendant un moment, j'avais un peu ce schéma, un peu tout beau, tout nouveau, machin. Mais clairement, c'est en me prenant des baffes que j'ai appris à me structurer, à comprendre comment était un marché, à comprendre comment vendre. C'est quelque chose avec lequel j'étais pas du tout à l'aise. Mais du coup, toi, comment, avant de se lancer, comment selon toi, on peut être mieux préparé? Après, c'est peut-être une utopie, hein. Peut-être que c'est moi aussi qui ai des fausses croyances, mais parfois je me dis que, en fait, moi, mon problème, mais c'est à la fois une qualité et une force, c'est que j'ai trop tendance à sauter, à apprendre à nager. Ok. Tu vois. Et en fait, t'as des gens, ils prennent des cours avant. Ouais. Tu vois. Ils regardent, ils se disent, ah, c'est comme ça, ok, on met les mains devant, ok, d'accord, et après ils sautent, tu vois. Donc ce qui fait que le point positif, c'est que du coup, ben, je vais vite mettre de côté le truc du risque. Ah, j'ai pas tenté, je vais dire, ok, vas-y, go, tu vois. Mais le point négatif, c'est que quand t'es dedans, t'es là, wow, genre, why, tu vois. Et quand je parle de préparation, c'est... Après, tu vois, en t'en parlant, je me dis que, en vrai, non, en vrai, chacun fait comme il le sent, tu vois, mais par exemple, pour moi, il y a une préparation que j'aurais pu avoir, notamment, par exemple, sur tout ce qui est éducation financière, tu vois. Si j'avais peut-être si j'avais été préparé là-dessus, mais tu vois, les 3-4 années où j'ai travaillé en entreprise, bon, bien que ça m'a permis quand même de rembourser mon prêt étudiant, donc c'est pas comme si j'aurais pu mettre beaucoup d'argent de côté, mais peut-être que j'aurais aussi fait d'autres sacrifices pour, tu vois, mettre encore plus de sous, enfin, mettre des sous de côté, tu vois, ce que je n'ai pas vraiment pu faire, mais mettre des sous de côté pour que quand je me lance, j'ai quand même un petit coussin, tu vois, un petit coussin pour le faire, tu vois. Ça fait partie des choses qui, pour moi, font partie de la préparation. C'est-à-dire que quand les gens me disent aujourd'hui, ah, je suis salarié, je vais tout quitter, je dis en vrai, moi j'ai tout arrêté en mode let's go, tu vois. Maintenant, je pense que tu peux le faire différemment. Tu peux te dire, ok, pendant 1 an, je prépare mon truc, et puis bon, ben, je calcule, je me sacrifie, je mets des thunes de côté. Comme ça, quand je me lance, je sais que j'ai de quoi au moins. J'ai 6 mois où je sais que voilà, j'ai de quoi survivre, tu vois. On est d'accord. Donc ça fait partie des petites choses qui pour moi font partie de la préparation, que je n'ai malheureusement pas fait pour moi, mais que je conseille aux personnes qui
ont la possibilité la possibilité de le faire. Ok, Voilà. Du coup, là, je te propose qu'on continue sur Mhm. le chapitre qui Ouais. est post le spot. Ouais. Et là, tu décides de te lancer en tant qu'entrepreneur, avec la vision d'entrepreneur. C'est ça. Et donc là, je décide de me dire, ok, je veux vraiment construire un projet, être mon propre patron et toujours aussi pour pouvoir, dans cet esprit de pouvoir aussi nourrir mes projets, tu vois, continuer mes projets et tout. Donc, je décide de lancer donc, ma structure WZ Agency, avec laquelle je propose à la fois des services de communication, marketing et d'événementiel, pour les autres, mais pour moi aussi. Et ouais, là, c'était aussi un autre challenge parce que le moment où je lance ma boîte coïncide avec le moment aussi où je n'ai plus aucune aide. Ok. Tu vois, donc plus de Pôle emploi, c'est tout ce que je touchais de toute façon. J'avais Pôle emploi, mais genre plus de Pôle emploi. Et là, il y a une pression sur moi. Genre là, je me dis, ok, parce que là, j'ai 0 € quoi. Ouais. Et donc là, c'est comment, avec 0, tu fais de l'argent. Ouais. Ça a été ça, le challenge. C'était ça, ma réflexion, c'est de me dire, ok, là, je n'ai pas d'argent. Par contre, j'ai fini de rembourser mon truc. Quand je finis, c'était tout un truc, quand je finis de... Je touche plus Pôle emploi, ouais. mais c'est le mois où je finis de rembourser mon prêt étudiant, et en même temps, plus rien. Ouais. Donc je me dis, bon, j'ai plus de prêt étudiant. C'est une nouvelle page. Donc je respire, ouais. tu vois, je respire. Mais là, j'ai 0 quoi. Ouais. Genre, je pars dans la vie, là où mes copains à côté sont en mode, Wendy, j'ai acheté une voiture, j'ai acheté un appart, nanana. Moi, je suis en mode, ok, on est sur la ligne de départ, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Tu arrives à un moment où tu pars un peu de zéro, ouais. Et tout en voyant tes amis évoluer dans la vie normale, on va dire. J'étais là en parallèle, était là, mais c'est quoi ma vie en fait? Que vais-je faire? Et en plus, t'as ce double truc de... tu sais, parce que... tu vois, là, j'ai 30 ans maintenant. Donc ça fait déjà 7 ans que je suis un peu dans tout ça, tu vois. Ouais. Et en fait, t'as le regard des autres en mode mais c'est trop bien ce que tu fais, rien n'est en moderne, c'est génial, les cours sur l'école, tu bosses, c'est génial et tout. Et en même temps, t'as le truc de ouais, mais en gros, moi j'ai l'impression de pas avancer, en tout cas financièrement, tu vois. De me retrouver encore dans des situations où, tu vois, comme là, cette période 2019-2020, où je repars de zéro, quoi. J'ai l'impression de repartir de zéro. Et là où pour moi ça a été très compliqué, surtout psychologiquement, c'était qu'au-delà de repartir de zéro, j'avais l'impression d'avoir déjà fait tellement de sacrifices. Ouais, t'avais l'impression qu'il fallait encore en faire. Et j'avais l'impression qu'il fallait encore en faire, quoi. Genre, tu vois, il y a plein de choses que j'avais enlevées, que j'ai complètement mis de côté de ma vie, tu vois. Genre le shopping, ouais. Tu vois, c'est tout con. Mais quand je travaillais, je me rappelle quand je bossais en tant que salarié, j'avais un budget shopping. Tu vois, genre tous les mois, j'avais, je sais pas, 550 €, 200 €, où je me faisais plaisir, tu vois. Ça, j'ai poubelle, aller au resto. Alors après, il y a eu d'autres avantages qui sont arrivés. C'est-à-dire que ce que ça m'a aussi beaucoup appris, cette période de disette, c'est qu'en fait, avec peu, tu peux faire beaucoup. Mais il faut apprendre à bien gérer. Alors, c'était stressant et ça a été beaucoup de stress pour moi au début parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je compte tout, tu vois, que c'était au centime près. Et c'était ça, c'était au centime près. Mais je me rendais compte que malgré ça, j'arrivais quand même à faire des choses, tu vois. Et pour moi, une des choses, par exemple, que j'ai gagné et qui pour moi est indispensable aujourd'hui, c'est par exemple de voyager, tu vois. Malgré le fait que je ne gagne pas des milliers et des cents, t'arrives quand même à bouger. Tu vois, je me fixe 2 voyages par an. Après, c'est peut-être que je vais juste à Paris, tu vois. Mais je sais qu'il y a 2 fois par an où je pars et ça fait partie de mon plaisir, tu vois. Donc, cet argent que je ne dépense plus dans le shopping, dans des restos, dans des trucs, tu le dépenses autrement. Je le dépense autrement. Donc, ça a été vraiment un moment de grande crise existentielle, de comment je vais faire pour... comment je fais, quoi. Je suis là... comment je fais pour aller chercher un client. Enfin, j'ai l'impression de repartir de zéro, quoi. Okay. Et la première chose que j'ai faite, c'est de me dire, bon, qu'est-ce que tu sais faire? Ouais. Tu vois? Ouais. Là, qu'est-ce que tu sais faire
pour gagner de l'argent en ayant 0 €. Mhm. Et la première chose qui a débloqué les choses, ça a été de faire un événement. Parce Ok. que c'est ce que je sais faire, tu vois. Je savais... Mais comment t'as fait ça? Genre, c'est-à-dire, t'as pris une feuille, t'as fait une liste ou tu restais juste en train de Non, tu l'as j'écris fait dans ta tête? beaucoup. Je crois beaucoup au fait d'écrire pour que ça se réalise, Ouais. tu vois. Donc, ouais, soit j'écris sur mon ordi ou j'ai pas mal de carnets aussi, parce que j'ai commencé aussi en parallèle, j'avais pas mal d'exercices d'écriture que je faisais tous les matins et tout. Mhm. Et donc, ouais, je me suis posée, je me suis dit, ok, j'ai 0 €. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec 0 € pour faire ça, devenir 100 €, 200 €, 300 €, 1000 €, tu vois. Et je me suis dit, bon, ben, le truc pour moi le plus simple là, c'est de créer un événement. Ouais. Et donc, c'est comme ça que le premier maquis est né, tu vois. Ok. Je me suis dit, bon, ben, ok, je peux pondre un concept, créer un événement en ligne, c'est gratuit. Créer de la communication, c'est gratuit. En parler autour de moi, c'est gratuit. Et puis, let's go, quoi. Et du coup, ça a été la première manière pour moi de faire de l'argent en partant de zéro. Parce que du coup, ben, les places se vendaient. Donc moi, je voyais de l'argent rentrer. Et je me suis dit, en fait, tu vois, avec 0 €, tu es capable de faire de l'argent avec quoi? Parce que, ben, avec ton concept, avec la com. Et c'est ça qui m'a aidé. C'est ça qui a permis de débloquer quelque chose chez moi. En me disant, en fait, je peux, en partant de rien, faire quelque chose. Ok. Et après, de là, ça a été aussi en parler autour de moi. Dire, bon, ben, les gars, j'ai monté une agence. Si vous entendez des trucs passer, Ouais, à là, dire, tu vois. activer ton réseau un peu. Voilà, et c'est comme ça où ben, j'ai eu un premier contrat avec ben, la meilleure amie de mon copain qui avait sa boîte dans le BTP depuis déjà quelques temps et qui cherchait quelqu'un pour lui faire des documents de communication et tout. Ok. Et puis elle m'a fait confiance, tu vois, et au final ça s'est bien passé, c'est toujours ma cliente aujourd'hui. Pareil, d'autres clients que j'ai eu derrière, c'est les recommandations. On m'a dit, ah ben Wendy, ça peut t'intéresser. Et puis du coup, c'est comme ça, petit à petit, ben, d'un client à 2 clients, à 3 clients. Et c'est comme ça que le truc, au final, s'est fait, quoi. Ok. Mais du coup, là, ce que je comprends, c'est que, en fait, une fois de plus, tu as recapitalisé sur ce que tu avais. C'est-à-dire que tu as eu ton expérience salariée, tu as eu ton expérience de freelance. Et là, enfin, je crois que c'est à ce moment-là que tu as commencé à faire des événements quand tu étais en freelance? Ouais, exactement. Ok. Et Moi, ouais, j'en faisais déjà avant, parce que j'en faisais depuis en école de commerce, mais c'est là où, en étant en freelance, c'était vraiment mes événements. ouais. Et du coup, ouais, t'as recapitalisé là-dessus. Sauf que là, il y a aussi le réseau, en fait. Et ouais, du coup, moi, la manière dont je vois ça, c'est que les avantages que tu as eu à cet instant T, c'était la conséquence de tout le travail que tu avais fait en amont aussi, quoi. Et parfois, je pense que c'est un ami qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, parce que là, j'ai aussi d'autres projets que j'essaie de développer. Et puis, ce que j'aime beaucoup faire, moi, c'est parler avec les gens, tu vois. Donc, les gens que j'identifie qui pour moi ont réussi, tu vois. Ouais. Je vais les voir et je leur demande, ok, comment t'as fait, tu vois. Et ben, par rapport à un projet que j'essaie de lancer là, j'ai été voir un ami et je lui ai dit, voilà. Et puis, en discutant et tout, il m'a dit, mais tu vois, il y a un truc dont tu te rends pas compte, Wendy, et je pense que tu capitalises pas assez dessus, c'est que t'as un réseau solide, mais en fait, tu n'oses pas demander aux gens. Et je pense que si tu demandais, ben, t'arrives encore à faire encore plus de choses. Et je me suis dit que c'est vrai que des fois, on n'ose pas, tu vois, on a peur de demander, on a l'impression que c'est pas assez, ou que comme les gens sont à un certain niveau, tu peux pas leur demander tout, nan. Et en fait, j'essaye aussi de déconstruire ça, c'est de me dire ben, que si les gens font aussi partie de mon réseau aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont aussi vu comment je travaillais, tu vois, ben, comment je fonctionnais. Et donc, du coup, ces gens-là, c'est qu'ils me font aussi confiance, tu vois. Donc, je peux aussi me permettre d'aller les voir et de peut-être leur demander, de les solliciter pour des choses, pour que des choses se fassent, quoi. Ok. Non, c'est intéressant. Du coup, aujourd'hui, avec WZ Agency, qu'est-ce que tu proposes concrètement? Aujourd'hui, qu'est-ce que je propose concrètement? Donc, il y a 2 pans, comme j'ai dit. Il y a la partie que je propose aux clients et la partie que je propose à moi-même. La partie que je propose à moi-même, c'est-à-dire que ce sont les événements que moi, je vais organiser via l'agence.
tu vois, avec les concepts que je crée et que je propose. Et c'est un peu ta partie kiff ou... C'est ma partie kiff. Ok. Clairement, moi, j'aimerais faire que ça, tu vois. Ça, c'est ma partie kiff. L'autre partie, en toute transparence, c'est la partie moins kiff, mais parce que c'est la partie qui fait survivre, en tout cas pour le moment. C'est la partie des services que je propose aux clients. Et là, ça va de campagne de relations presse que je propose, à du community management, à de la stratégie de communication, à de la formation aussi. Je fais aussi des formations du coup en communication. Voilà, c'est des choses un petit peu que je propose, un peu de graphisme de temps en temps. Voilà. Ok. Et au final, quand tu regardes, c'est un peu tout ce que j'ai appris ces dernières années. Tu vois. Ok. Voilà. Du coup, une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as assez de recul pour voir une différence entre le moment où tu étais freelance et maintenant où tu te positionnes plus en tant qu'entrepreneur? Clairement, déjà humainement, tu vois. Parce que je pense que j'ai pris en confiance. Ok. J'ai pris en confiance par rapport à moi-même déjà. Je pense que ça, c'est un grand truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en mes compétences, j'ai beaucoup plus confiance en mes prix, j'ai beaucoup plus confiance en ma rigueur. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que quand un client vient me voir et que je lui présente un devis, je sais pourquoi, tu vois. Parce que je sais aussi l'investissement que je mets dans les projets sur lesquels je travaille et que généralement, en toute humilité bien sûr, mais j'ai jamais eu de couac avec mes clients, tu vois, ça s'est toujours bien passé. Et si jamais ça se passe pas bien, je vais être transparente, tu vois, soit je vais dire j'arrête, parce que là je peux pas, tu vois, et je préfère être honnête, et ça m'est arrivé dernièrement parce que trop de taf, je pouvais plus, et j'ai dit écoutez, en toute transparence, je préfère vous dire que là on va arrêter là, tu vois. Donc ça fait partie pour moi des choses où j'ai pris confiance qui font que tu vois, quand on disait que l'entrepreneuriat ça aide, ça permet ça aussi, c'est d'apprendre à se connaître. C'est que je pense pas me connaître encore totalement, mais je connais quand même mes points forts et mes faiblesses, et je sais que parmi mes points forts il y a quand même la relation client que je mets en place, tu vois. Donc je sais qu'à ce niveau-là, je sais ce que je vaux. Donc j'ai plus de doute ou de crainte là-dessus, tu vois. Okay. Maintenant, là où je suis encore un peu fébrile, c'est vraiment sur ce truc, je pense, d'être que sur mes projets. Parce que je pense que l'objectif à terme, je pense que ce serait ça, tu vois. Parce que les clients, c'est cool, enfin, quand ça, pas toujours, mais bon, voilà. Mais ouais, il y a aussi cette envie de pouvoir... de pas... C'est fatigant aussi les clients, tu vois. Après, je me dis, dans tous les cas, il y a toujours un client. C'est-à-dire que même quand c'est moi le client, c'est moi ou les gens avec qui je collabore. Donc, il faut aussi que je déconstruise aussi ça. Je pense que je suis un peu dans cette étape-là maintenant. Mais en tout cas, en termes d'évolution, oui, je vois déjà d'un point de vue humain comment j'ai évolué. Après, forcément, d'un point de vue compétence aussi, parce que je continue de me former sur des trucs. Donc, il y a des choses que je ne savais pas faire il y a quelques années que maintenant, que je sais faire, que je maîtrise. Et d'autres choses sur lesquelles j'ai encore envie de me former et de développer. Mais je pense que c'est surtout la partie humaine. Parce que à l'époque, j'avais un gros manque de confiance et une grosse aussi peur du risque qui faisait aussi que je ne disais pas non quand il fallait dire non. J'acceptais des choses que je ne devais pas accepter. Je collaborais dans des conditions qui n'étaient pas forcément les miennes pour ne pas vexer et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, je sais dans quoi je veux être, comment je veux travailler, avec qui je veux travailler, etc. Et du coup, est-ce que tu arriverais à exprimer justement ton positionnement ou quelle est ta clientèle cible, ton cœur de cible? Aujourd'hui, je pense que les clients avec qui je travaille, ça va être... Alors, on est en majorité avec des associations. Des associations dans le secteur culturel et artistique. Ok. Voilà, ça je pense que c'est vraiment mon cœur de cible. Ouais. Si ce n'est pas des associations, on est sur des femmes qui sont chefs d'entreprise. Ok. Enfin, je me rends compte qu'au final, je travaille beaucoup avec des femmes. Tu vois, au final, je te dirais, il n'y a pas de hasard, peut-être. Ouais, mais c'est la suite logique. C'est la suite logique, ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'au final, la majorité de mes clients sont des clientes. Et je crois que tous mes clients ont toujours été la révélation. De ouf.
crois que c'est ça, ouais. Donc, majoritairement les femmes. Quand je peux dans le secteur culturel et artistique, sinon pas forcément, mais ouais, généralement je travaille avec des femmes, Ok, chefs d'entreprise. ok. Et oui, il y a un truc dont tu as parlé aussi, c'est le prix, ton pricing et tout. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui pour toi t'a aidé à te positionner, te consolider sur les prix que tu proposes? Ma survie, Du coup, c'est par rapport, tu les as fixés par rapport aux dépenses que tu clairement. effectues. Ok, C'est-à-dire par ok. rapport aux charges aussi que j'avais, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que pour moi, le calcul était assez simple, c'est de me dire, ok, là j'ai besoin de temps pour vivre. Donc du coup, ben, il va falloir aller chercher cet Mm, argent-là, mm, 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 mm. comment je le décline en face, tu vois. Ça, c'est déjà la chose première. Et après, c'était aussi de me dire, bon, une fois que j'ai fait ça, évidemment, après tu compares par rapport au marché, est-ce que c'est plus élevé, moins Ouais, élevé, c'est pour tu ça que je vois. pose la question. Enfin, on est en Guadeloupe. Mais moi, je sais que, et c'est pour ça que j'ai pas 1000 clients, mais certaines personnes vont décider par exemple d'avoir des prix bas et de Ouais, faire de la quantité, ouais. d'autres des prix élevés, de faire La qualité. de la qualité. Moi, je pense que je suis plus vers les prix élevés qualité. Non pas que quand c'est bas, c'est forcément pas qualitatif, mais bon, t'es sur du volume, donc forcément tu peux pas tout faire, tu vois. Mais de toute façon, je n'ai pas aujourd'hui les ressources pour faire de la quantité, Ouais, tu vois. Donc à un moment donné, moi, ma problématique aujourd'hui, c'est de travailler de manière écologique. Parce que je vois aussi, tu vois, quand tu es entrepreneur, ben, aujourd'hui, je collabore avec d'autres personnes, tu vois, donc je peux des choses que je peux déléguer. Mais j'ai quand même une charge de travail qui est assez conséquente. ok. Donc pour moi, il faut qu'il y ait quand même un ratio qui soit écologique, tu vois. Donc oui, quand je vais proposer, je sais pas, des forfaits CM, ben, ce sera plus élevé que le prix du marché. Mais parce que moi, je sais le travail que je fournis, je sais le temps que ça me demande, l'énergie, et puis je connais la relousité des clients aussi. Donc moi, j'estime que tout ça, ça rentre dans mon prix, tu vois. Ok. Non, mais on est d'accord. C'est vrai que Donc je fais pas de quantité, mais je fais de la qualité. c'est vrai que c'est une grosse problématique se positionner sur les prix du marché ou se positionner vraiment sur la vraie valeur ajoutée que Le tu truc, c'est que produis les pour prix la du marché personne. me font pas vivre en fait. En Ouais. tout cas, moi, avec moi en étant seul, tu vois, ou même avec mes quelques collaborateurs, collaboratrices, ça ne suffit pas. Pour moi, tu peux appliquer les prix du marché quand il y a 10 salariés et puis Tu enchaînes et tout. quoi. Sauf que moi, j'estime que dans ce truc d'entrepreneuriat, je suis une artisane. Ouais. Donc du coup, ben, ça prend plus de temps, tu vois, parce que voilà. Donc forcément, il faut des prix qui vont avec. Donc c'est pour ça aussi que du coup, ben, ma stratégie, c'est de pouvoir diversifier. Tu vois, je ne dépends pas que d'une seule source de revenus, à savoir les clients. J'essaye quand je peux. Ben, je vais faire de la formation aussi. Je fais aussi mes projets. J'ai le campus digital aussi, qui est une autre structure à côté qu'on développe. Donc voilà, je pense que j'ai conscience de tout ça qui fait que c'est pour ça que je prends aussi ces décisions-là, tu vois. Ok. Justement, on va parler de tes autres projets, comme le campus digital, mais avant, tu as dit que tu collabores avec pas mal de personnes. C'est quoi un peu ta vision du coup à long terme, vu que voilà, tu commences à pouvoir t'appuyer sur certaines épaules et tout? Comment tu... vision à long terme, Ouais. c'est d'être une artiste. For the summer is to create like I've never created. Yes! To be the best. Dans mon laboratoire et de créer toute la journée, c'est ça ma vision. Ok, donc... Ma vision, ce n'est pas d'avoir une agence... Ma vision, c'est pas d'avoir une agence de com. Pour moi, c'est un support, comme je t'ai dit, tu vois. Parce que même pour mon art et ma pratique artistique, c'est un support. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de me vendre, entre guillemets, seul, tu vois. Mais non, moi, j'ai WZ Agency, pour moi, c'est un bébé qui va rester là parce que c'est un outil, clairement, pour moi en tant qu'artiste. Mais mon but, c'est pas d'avoir 1000 salariés et tu vois, c'est de fonctionner vraiment en artisanat. J'aimerais bien pouvoir développer et avoir peut-être 2-3 personnes avec qui je travaille à temps plein. Et voilà, et puis de développer des projets quand j'ai envie. Parce que des fois, il y a des projets qui me font kiffer, tu vois. Donc quand j'ai envie de pouvoir développer des stratégies sur des projets, je trouve ça cool. Ok. Mais comme je t'ai dit, moi, mon but, c'est
d'être dans mon espace, dans ma grotte et de pouvoir créer des choses et voilà quoi. Ok. Et du coup, parle-nous de tes autres projets. Tu as parlé du campus digital, je crois qu'il y en a peut-être d'autres. Ouais, du coup, il y a le campus digital, qui est un centre de formation qu'on a monté avec Mathieu Parti et Alexis Onestas, qui justement vise à procurer des formations certifiantes et non certifiantes dans le secteur du digital. Donc, ça fait 1 an déjà qu'on est lancé et que les choses se mettent en route. C'est challengeant parce que le monde de l'information, c'est beaucoup d'administratif, etc. Mais c'est intéressant parce que pareil, on apprend aussi des nouvelles choses. Moi, je crois que j'aime bien ça, apprendre des nouvelles choses. Et puis, je trouve qu'il y a un côté... Enfin, tu sais, il y a quelque chose qui, pour moi, est vraiment intéressant, c'est que les gens apprennent des choses, tu vois. C'est-à-dire que moi, la satisfaction, c'est quand les apprenants, ils finissent une formation et puis déjà ils sont satisfaits de leur formation et que derrière elle leur sert, tu vois. Ou quand on a des personnes qu'on a formées, tu vois, les gens que moi j'ai formés qui sont devenus nos formateurs, tu vois. Ok. C'est cool, ça veut dire que le taf il est bien fait, tu vois. Donc voilà, donc on a le campus digital qui est là et qui du coup permet à toutes celles et ceux qui veulent se former de se former sur des métiers du numérique. Donc ça c'est un autre des projets. Et puis moi je développe aussi, tu vois, dans cette partie un peu artistique où je me tourne aussi un peu vers tout ce qui est management. Ok, d'artiste. Ok. Ouais, du coup... Alors, vraiment management ou direction artistique? Parce que là, je trouve que tu... Ouais, ok. Les deux. Là, j'ai commencé à travailler avec Djibrahil. Ok. Du coup, qui est la première artiste avec qui je travaille. Et je suis très contente parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, que j'ai fait un petit peu, mais genre très jeune, mais en choquant un peu, tu vois, sans trop connaître. Et aujourd'hui, je pense avoir un peu plus toutes les armes et les outils pour vraiment le faire. Et puis, il y a un truc un peu de boomerang, tu vois, où ça me permet... Parce que j'aime bien connaître les dessous, tu vois. Donc, même moi, en étant artiste, je trouve ça intéressant de pouvoir aussi accompagner pour avoir un peu une vision 360, tu vois, des environnements dans lesquels j'évolue. Donc ouais, ça me tient à cœur de pouvoir aussi développer, tu vois... avec d'autres artistes. J'ai déjà des demandes pour des collaborations avec d'autres artistes, mais j'y vais petit à petit, tu vois, j'essaie déjà de voir ce que ça va donner avec Jib, et puis on verra, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet? Il y a la MAB aussi, MAB Wika, qu'on continue de développer, et qui me tient à cœur, parce que toujours pareil, hein, on est sur de l'événementiel. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur la MAB? Sur ce que c'est? Ouais. Du coup, la MAB, c'est un collectif de... moi, je dirais d'artistes et d'entrepreneurs, parce qu'au final, on est pratiquement que ça. Ouais, j'avoue. Il y a pratiquement que ça dans le collectif, et qui, du coup, a pour objectif de créer des concepts événementiels qui mettent en lumière, justement, les musiques alternatives et les arts alternatifs, donc toutes ces musiques et ces arts qui, au final, ne rentrent pas dans des cases bien normées. Et ouais, ça me tient à cœur parce que c'est de l'événementiel et que j'aime ça, créer des concepts, pouvoir le faire avec d'autres personnes, de le faire depuis la Guadeloupe et de pouvoir essayer d'avoir un rayonnement, tu vois, un peu à l'international, et ça me permet de faire aussi des choses cool, tu vois. Ok. Donc voilà. Okay. Alors, une dernière question un peu deep. Ouais. Tu as beaucoup dit que tu aimes beaucoup l'événementiel. Est-ce que tu arriverais à exprimer le pourquoi? Pourquoi c'est l'événementiel qui te parle tant plus que tout le reste? Je crois qu'il y a plusieurs choses. La première chose, il y a le fait que ce soit dans ta tête, tu sais, de penser le concept et ensuite de le voir en grandeur nature. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aime dans l'événementiel, c'est que pour moi, c'est un peu des moments suspendus, tu vois. C'est-à-dire que le temps d'un moment, tu peux faire vivre un truc un peu qui est pour moi de l'ordre un peu de la rêverie, tu vois. C'est-à-dire que, je sais pas si les auditeurs comprendront, mais je sais pas si t'as déjà senti ça quand tu vas dans un festival ou t'es dans une soirée et puis... T'as l'impression d'être autre part. Ouais, t'es là et puis t'es là, waouh, genre...
c'est trop bien, tu sais, genre tout s'arrête, tes problèmes s'arrêtent et tout, c'est un moment hors du temps. Et puis quand tu rentres chez toi, t'as mal au pied parce que t'as trop dansé, mais t'es content, tu vois. T'es content. Et je crois que c'est ça qui me plaît dans l'événementiel, c'est d'essayer de créer des moments genre un peu suspendus, quoi, où les gens vont se dire « Waouh, c'était trop cool, quoi, genre, je pensais pas que c'était possible, en fait, si c'était possible. » Et ça, je crois que ouais, ça c'est un gros kiff de me dire, c'est des moments aussi où les gens se rassemblent, tu vois, l'événementiel te rassemble, les gens sont en contact, il y a de l'échange, les gens, kiffent ensemble, quoi. Et je crois que j'aime beaucoup ça. Okay. J'aime beaucoup ce truc de créer des moments suspendus où tu vas pouvoir tout penser et puis... Il y a des trucs moins cool de l'événementiel que j'aime, mais j'aime aussi ce truc où tu sais jamais, c'est imprévisible, tu sais jamais ce qui va arriver, tu vois. C'est le côté prise de risque. Et du coup, c'est des trucs en mode positif comme négatif, mais il faut gérer, quoi. T'es obligé parce qu'il faut que ça se fasse, quoi. Et j'aime ça aussi. J'aime... je sais pas, j'aime ça. Non, mais c'est... Après, c'est les goûts et les couleurs, des fois, ça s'explique pas, mais t'as quand même pas mal de mots dessus. Ok. Je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as un dernier petit mot? C'est quoi ton mojo du moment, ta punchline du moment? Waouh. Est-ce que j'ai un mojo du moment, ma punchline du moment? Alors, j'ai un mojo, c'est mon mojo de vie, tu vois. Mon mojo de vie, c'est Nobody can take what is yours. Yes. Genre, personne ne peut prendre ce qui t'appartient. C'est vraiment mon mojo parce que ça permet aussi de se détacher un peu du rapport au temps. Tu vois, quand on parlait tout à l'heure, c'est un truc qui m'aide un peu quand j'ai l'impression que, que les poteaux, tu vois, ça avance et que moi, ça bloque. Je me dis, ce qui est à toi est à toi et personne ne pourra te l'enlever. Donc, que tu prennes 1 an ou 10 ans pour l'atteindre, t'inquiète. Mon deuxième mojo, c'est My ancestor got my back. C'est-à-dire que mes ancêtres ont mes arrières. Okay. Et ça aussi, c'est important pour moi parce que dans les moments un peu sombres, parce que j'ai des moments sombres, très sombres même parfois, où au-delà de tout arrêter, vraiment, je suis en mode... la vie c'est fucked up, tu vois. Genre, pourquoi je suis là On se comprend. Genre, de tout arrêter, voilà. Pourquoi t'as pas choisi la facilité comme tout le monde? Exactement, tu vois, et des envies des fois, très sombres. Je me dis, écoute, t'es pas toute seule. Et la vie m'a déjà montré que j'étais pas toute seule, tu vois. Et que dans des moments très difficiles, c'est pas des petits moments magiques comme ça où... des choses inattendues tombent sur toi, tu vois. Toujours cet éclat de lumière qui vient t'éclairer et tout. Et du coup, comme je suis persuadée, enfin pas que je suis persuadée, on l'est, scientifiquement on est l'addition des personnes qui ont été avant nous, tu vois, génétiquement parlant. Je me dis, mais déjà si je suis là, c'est que je suis une survivante et que c'est pas pour rien, donc... allons voir jusqu'où on peut aller, tu vois, et après on verra, quoi. Et j'essaie de me dire que j'ai pas envie d'être sur mon lit d'hôpital, ou en tout cas si je dois mourir, je dois mourir un jour, mais que j'ai pas envie d'avoir de regrets, donc j'essaie de faire tout pour que le jour où je ferai mon dernier souffle, je me dirai, c'était cool. Ouais. J'ai bien kiffé. Je te rejoins totalement sur ça. Voilà, j'ai bien kiffé. J'ai fait ce que... Même si j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, enfin, comment dire ça? En tout cas, j'ai essayé de faire tout ce que je voulais faire à ma manière, en respectant mes valeurs, mes convictions. Et puis des fois, j'ai pu me tromper, mais au moins j'étais alignée avec moi-même. Et puis et puis j'ai kiffé, quoi. Donc même dans les moments sombres, j'essaye. C'est pas toujours facile de dire que je vais kiffer, mais j'essaye de kiffer quand même, tu vois. Ouais, c'est un peu de se dire, de ne pas avoir de regrets dans sa vie. On est d'accord. Ok. Wendy, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. Avec plaisir. Et vous autres, j'espère que vous avez aimé ce X épisode parce que je ne sais plus où est-ce que j'en suis. Et je vous dis à la prochaine. Bye. Voilà, on arrive sur la fin. Si tu es encore là, c'est que tu as sûrement apprécié cet épisode. N'hésite pas à me le faire savoir en mettant un like. D'autres épisodes arrivent bientôt, donc abonne-toi. Et d'ici là, je te dis à la prochaine fois.